Trésor, mémoire de radio et radio souvenir. Radiosouvenir.com Radiosouvenir.com Trésor, mémoire de radio, présente. Treceos, mémoire de radio, presente. 13 Mémoire de Radio, presenter. 13 Mémoire de Radio, presente. Né le 9 avril 1895 à Genève, Michel Simon débarque à Paris en 1911 où il pratique plusieurs petits métiers comme vendeur de briquets et professeur de boxe. Il rencontre un certain Georges Pitoef, metteur en scène, qui découvre en lui un homme extraordinaire de talent. Le Suisse épate alors la galerie en jouant dans de nombreux films, parmi lesquels Jean de la Lune en 1929, Boudu sauvé des eaux en 1932, Drôle de drame en 1937 et La beauté du diable en 1959. Il dira un jour, ironiquement, « Je suis né en 1895 et comme un malheur n'arrive jamais seul, cette année-là, les frères Lumière inventaient le cinématographe. » Parallèlement, il chante parfois à l'occasion d'un tournage, comme les titres « Elle était patente » en 1934, « L'herbe tendre » en 1967, ainsi que l'inévitable « Comme de bien entendu » en 1939 avec Arletty. C'est moi le plus pépère, comme de bien entendu, avec ma régulière, comme de bien entendu, je suis le plus heureux de la terre, comme de bien entendu, j'arrose mes salades et je ne m'en fais plus, comme de bien entendu. Son timbre de voix spécifique et sa silhouette imposante lui permettent de faire passer toutes les émotions. Père de l'acteur François Simon, il nous quitte le 30 mai 1975 dans le Val-de-Marne et repose au cimetière de Grand-Lancy dans la banlieue genevoise. D'avoir vécu le cul dans l'herbe tendre et d'avoir su m'étendre quand j'étais amoureux. J'aurais vécu obscur et sans esclandre en gardant le cœur tendre le long des jours heureux. Pour faire des vieux os, faut y aller mollo, pas abuser de rien pour aller loin, pas se casser le cul, savoir se fendre de quelques baisers tendres sous un coin de ciel bleu. Pas se casser le cul, savoir se fendre de quelques baisers tendres sous un coin de ciel bleu. Il existe des tas de malentendus au sujet de Michel Simon. Le simple fait qu'après une carrière aussi prestigieuse, on ait de temps en temps tendance à vous oublier, comme on l'a fait en France. Des malentendus sur lesquels nous allons vous demander des explications, mais pas avant d'avoir fait de vous ce qu'on faisait au grand siècle, c'est-à-dire le portrait physique et le portrait moral. Le portrait physique, il a été admirablement fait par l'écrivain Paul Guth dans un livre qu'il a écrit sur vous. J'ai recopié ce portrait, je vous ai demandé si vous acceptiez de le lire. Vous l'avez, voulez-vous le lire et le commenter si le cœur vous en dit? Voilà, j'ai toute honte bulle. Vous allez comprendre pourquoi. Portrait de Michel Simon par Paul Guth. Le menton forgé à coups de marteau. Ça commence bien.
Ça ressemble déjà au jeu de massacre, non? Lui remonte jusqu'au milieu du visage et semble se démantibuler aux charnières des mots. Ses joues se gonflent en 2 ballons de chair entre lesquels s'enfouit le losange de la bouche qui s'ouvre et se ferme en coulissant. Le rire découvre un cercle de dents minuscules au centre duquel flotte la langue qui écrase ou délivre la parole, source ou bouillie. Dans l'effort vocal, elle dérape. Il cligne des paupières pour retenir la glissade, se raccroche, laisse crever la bulle du mot, puis sourit béatement, comme s'il assistait assis sur un menhir à la naissance du vocabulaire. J'avoue que c'est rigolo. Mais enfin, j'en fais des fraises, alors je ris un peu jaune. Au-dessus du nez de boxeur, cassé, blindé de plaques de chair, règne la grâce. Alors là, il se rachète, il a des remords. Des yeux admirables, agiles, rieurs, d'un brun sans défaut, s'enchâssent dans des paupières qui peuvent se rabattre en capote de cuir, dans l'hivernage de l'ennui, ou se relever à fond pour le comique ou la stupeur. Lavé de tout soupçon, il s'accorde avec les cheveux bouclés qui ressemblent à ceux des pâtres grecs, et grémenterait quelques couronnes de gloire ou de vendange. Évidemment, c'est de la belle littérature, mais enfin, est-ce que le portrait est fidèle? Alors ça, c'est à vous de juger. Est-ce qu'il correspond à ce que vous voyez dans la glace le matin quand vous brassez? Moi, je ne demande pas mieux d'avoir des boucles de pâtre grec. C'est un tas de choses qui me plaisent là-dedans. Mais le menton forgé à coups de marteau, les dents minuscules, enfin, tout ça, c'est un peu exagéré. C'est une caricature. Bienveillante, parce qu'il y en a eu d'autres qui étaient méchantes. Voilà, et puis il faut se faire une raison, faut que je continue avec cette gueule-là. On va aller voir un esthéticien. Mais alors je serai sans engagement. Pensez à ça aussi. Et au moral. Au moral, on a tendance, comme je le disais avant que vous entriez, on a tendance à vous voir à travers vos personnages, bien sûr, et la plupart d'entre eux sont louches. Oui. Alors, pour tâcher d'obtenir de vous un portrait moral, nous avons fait appel à Claude Berry, le jeune réalisateur qui a mis en scène votre avant-dernier film, ce qui n'est pas encore sorti au Canada, Le vieil homme et l'enfant, dont nous allons présenter une séquence d'ailleurs au cours de l'émission. Alors, Claude Berry a tracé de vous ce portrait. Je dois dire que Michel Simon a sa part de création dans la mesure où ce qu'il est m'a inspiré. Michel Simon est pour moi le plus grand acteur au monde. Enfin, ça c'est un peu banal, beaucoup de gens le pensent. Pour moi, personnellement, Michel Simon est l'homme le plus complexe, le plus difficile à connaître, le plus contradictoire, peut-être l'homme le plus difficile à connaître. Michel Simon est certainement le premier mythe vivant que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Michel Simon est exactement... Alors la contradiction est que Michel Simon est exactement ce que le public s'imagine qu'il est, et il est exactement le contraire. Michel Simon est la bonté même, il est aussi capable d'être méchant, il est cruel, il est tendre, c'est un homme très très complexe. C'est l'homme qui probablement va le plus loin dans ses contradictions, dans ses défauts, dans ses qualités. C'est un monstre. Je suis servi, dites donc. Voilà. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux là-dedans? Eh bien, que je sois le plus grand acteur du monde, ça ne fait pas l'ombre d'un doute.
Et le plus modeste. Mais oui, le plus modeste. Non, pas le plus modeste, mais. Non. Non, je ne vais pas à tous les lauriers. Non, la modestie, je laisse tomber. On ne va pas loin dans ce métier avec ça. Voilà, bien pour le reste, ma foi, je fais des réserves. Vous savez, c'est le cher Jean Cocteau qui a trouvé cette formule du monstre sacré et qui fait fortune. Je pense. Moi, j'ai eu de grands amis parmi les grands comédiens. Lucien Guitry n'était pas un monstre sacré, c'était tout simplement un très grand acteur. Il n'avait rien de monstrueux, c'était un être adorable et délicat, et dont les mots étaient parfois cruels. Vous connaissez sans doute celui-là. À propos de quoi, je ne sais plus. Son ami, il insulte son ami et il va jusqu'à vouloir la frapper, n'est-ce pas? Et puis elle pousse un cri, elle fond en larmes. Il la prend dans ses bras et dit « N'aie pas peur, je suis là ». C'est un mot d'homme d'esprit. C'est pas le mot d'un homme cruel. Mais ce mot qui a fait fortune a valu à Lucien Guitry de passer pour un être très dur, et c'était pas le cas. Il y a des mots de Sacha aussi qui ont créé des malentendus terribles entre le public et lui. Des mots qu'on a dit de Sacha qu'il était très orgueilleux, par exemple. Je ne connais pas un homme moins orgueilleux que Sacha. Un jour, je lui dis, vous devriez écrire une pièce pour un grand comique que j'adore, qui est Groc. Une pièce pour Groc, pour vous et pour moi. Il me fait cette réponse qui n'est pas la réponse d'un homme orgueilleux. Il me dit, eh bien, merci de me faire écraser entre ces deux monuments. C'est pas un homme orgueilleux qui a dit cela. Voilà, il y a des légendes comme ça. Est-ce que vous êtes méchant? Ou plus précisément, est-ce qu'il y a des types de gens qui excitent la méchanceté chez vous? Je me mets volontiers en colère, mais c'est toujours pour une raison. Et la colère, des fois, m'a conduit une fois au tribunal de la Seine, sur le banc d'infamie. Ça m'a valu 8 jours de prison. Mais comme c'était pendant l'occupation, c'est aujourd'hui un titre de gloire, évidemment. Contre qui vous étiez mis en colère comme ça? Contre un imbécile qui m'avait traité, je ne peux même pas répéter le propos, tellement il est injurieux. Et je peux le répéter. Bien sûr. Il m'avait traité de sale enculé. La prochaine fois, vous viendrez. Il y avait des dames, alors ça m'a blessé dans mon amour-propre. Il n'en faut. Il n'en faut pas davantage. Voilà, alors je lui ai mis des marrons dans la gueule, et puis il s'est alité, et puis voilà, le président qui jugeait cette affaire s'appelait Trouillard. Voilà. Je n'invente rien, je vous jure. C'est comme ça. 8 jours de prison avec sursis. Mais vous avez Puis les armées américaines sont arrivées. Tout a été changé. Trouillard a dû être sans doute envoyé à d'autres occupations. Vous avez aussi la mauvaise réputation d'avoir une haine particulière à l'égard des gens bien pensants. Oui. Hein? Oui, je n'aime pas ça. Pourquoi? Je n'aime pas ça parce que j'ai de mauvais souvenirs d'enfance. J'ai été élevé à l'école évangélique de la rue Calvin à Genève. Voilà, un jour j'ai raconté ça. J'étais invité avec mon cher Marcel Achard à des fêtes qui avaient lieu non loin de la Devinière, dans la maison de la Devinière où le cher François Rabelais est né. C'était des Rabelaisiens qui m'avaient invité.
Et alors, on avait donné la parole à l'Académie française, d'abord, avant moi, naturellement, il y a toujours des préférences. Archard a fait un discours d'académicien avec des références, des dates et des choses très solidement étayées. Moi, on ne m'avait pas dit qu'on allait me passer la parole pour faire un discours. Et puis, très honnêtement, je me suis présenté aux Rabelaisiens, très près de la Devinière, et j'ai dit, voilà, je suis né à l'école évangélique de la rue Calvin. Ils se sont mis à rigoler, et ça a duré un quart d'heure, une demi-heure, ils n'arrêtaient pas de rire, je n'ai pas pu ajouter un mot à ça, tellement ça leur paraissait monumental, ma naissance, à l'école évangélique de la rue Calvin. À l'école évangélique de la rue Calvin, oui. On n'a pas gardé de vous le souvenir d'un élève très brillant. Non, mais non, j'étais un élève médiocre, mais où j'ai vraiment plafonné, c'est au collège de Genève, où j'ai été l'avant-dernier pendant 1 an, et où j'ai été renvoyé à la suite de cet exploit, et où la dernière place m'était volée par un élève qui ne venait pas. Cette justice a été réparée, du reste. J'ai eu la chance d'avoir été invité au 400e anniversaire de la fondation du collège. Il y avait là des collégiens qui étaient venus, parce qu'on est très attaché au collège de Genève, qui est une vieille institution. Et des collégiens étaient venus même de Chine. J'avais près de moi des collégiens qui avaient 86 ans, qui avaient tenu à assister à cela. Alors j'ai harangué ces 2000 anciens élèves du collège et leur dit, voilà, je suis victime d'une injustice et j'en souffre depuis maintenant une 50aine d'années. J'étais le dernier de la classe, j'avais les plus mauvaises notes et on m'a donné la 32e place sur 33 parce qu'il y a un élève qui ne venait pas, qui m'a volé la dernière place. Est-ce que j'ai le droit de dire que je suis le dernier de la classe? Et d'une voix unanime, ces 2000 élèves m'ont dit, Michel, t'as le droit. Alors depuis ce jour-là, j'ai été le dernier de la classe. Et ce qui m'a valu l'amitié du cher professeur Coponnet qui a fait des miracles pour me garder auprès de lui parce qu'il tenait à m'avoir dans sa classe. J'étais un cancre peu ordinaire. J'étais pas un imbécile, j'étais pas un idiot. Et alors, pour amuser la classe, il me posait des questions le samedi, quand la classe s'était bien conduite dans la semaine, et j'exerçais une influence sur les élèves qui, pour m'avoir le samedi, pour entendre le professeur me poser des questions et surtout pour m'entendre y répondre. Alors les élèves se conduisaient bien. Et le samedi, le professeur me posait des questions sur n'importe quel sujet, sur l'histoire, sur la géographie, sur l'arithmétique. Et je répondais brillamment des imbécilités qui... Quels sont les métiers que vous avez faits avant de devenir comédien? J'ai fait pas mal de métiers. Le nez, c'est vrai. Oui, j'ai été professeur de boxe, j'avais une salle. J'ai eu un élève qui a été finaliste du championnat d'Europe, 6 mètres. Et j'ai eu de brillants élèves. Un qui a été champion suisse, enfin c'était moins brillant, mais un qui a été finaliste du championnat d'Europe. Et puis au bout de 3 ans, j'ai abandonné cette salle. Et puis j'ai été photographe, portraitiste, je suis diplômé. Oui. Premier de la classe? Premier de la classe, et puis à l'exposition de Gand pour des gommes bichromatées, des huiles, enfin c'était des procédés de l'époque qui étaient très compliqués. J'ai obtenu une récompense également, et je suis aussi photograveur. Et je trimballe mon matériel depuis une 40aine d'années en me disant, le jour où je m'aurai assez emmerdé au théâtre et au cinéma, je reprendrai mon métier de photographe. Ce qui a été excellent pour moi parce que ça m'a donné beaucoup d'autorité. Je disais souvent aux gens de cinéma qui m'employaient, vous savez, j'ai pas besoin de vous. Moi, le jour où je vous quitte, je ne serai pas dans la misère, je n'irai pas à l'hospice des vieillards, des acteurs qui sont des vieillards, je reprendrai mon métier de photograveur.
Et je suis un homme libre comme Québec. C'est une histoire assez curieuse. Amélie n'avait jamais rien voulu savoir avec un blanc. Au bout de 15 ans de fidélité conjugale, elle a marché avec un nègre. Comment avec un nègre? Oui, un petit porteur de parasol. Un cadeau de Louis XV amoureux. Sacré Louis XV. Mon arrière-grand-maman n'avait pas de tempérament. Et bien qu'elle fût très belle, elle était fidèle. Pas une fois elle ne trompa mon arrière-grand-papa. Oui, c'était une vertu, comme on n'en voit plus. Mais depuis la Dubarry, la grande mode à Paris était d'avoir un petit nègre de Tahiti. Droit à Louis XV, très galant quand vint le jour de l'an, en offrit un aussi à Amélie. C'était un petit négro tout ce qu'il y a de rigolo. Il avait dit l'histoire de jolies dents blanches dans une bouche toute noire. Quand Amélie recevait, c'est lui qui servait. Et le joli négrillon passait les bonbons en disant aux gens, y a bon. Mais dites donc, elle est banale, votre histoire. Oui, mais attendez, c'est pas fini. Oui, mais un soir qu'Amélie allait pour se mettre au lit, en retirant sa chemise, elle vit surprise. Au milieu de ses draps blancs, le petit nègre tremblant, qui lui dit, moi, y en a froid, toi réchauffez-moi. Elle entra, vous pouvez le croire, dans une colère noire, mais sa colère finie, elle entra dans le lit. N'ayant pas le cœur inhumain, elle réchauffa le gamin. Vous devinez après ça ce qui se passa. Amélie et son négro firent méli-mélo. Elle passa dit l'histoire des tas de nuit blanche près de sa passion noire. Elle acquitte en peu de temps du tempérament. Et chiffant le jargon de son négrillon, elle criait dans le noir, y a bon. Et où est-elle exactement, cette chère Margaret? Elle est à la campagne. Au loin? Non, pas très loin d'ici. J'ai des amis. Et des amis? Des amis que nous connaissons. Bien. Oui. Et il y a longtemps que cette jeune personne est à votre service? Eh ben, oh, mais certainement, cher cousin, elle est ici depuis 15 ans. Hein? Ah non, je confondais avec la cuisinière. Ah, Madame Pelletier, je prie. Mais dites-moi, cher cousin, vous ne trouvez pas étrange que votre femme ait précisément choisi le jour où je viens dîner pour s'en aller en voyage? Elle a dû partir brusquement pour un cas de rougeole. Vous comprenez, un cas subite. La rougeole? Oui. Je croyais que vous m'aviez dit qu'elle était partie chez des amis. Mais justement, chez des amis qui ont la rougeole. Ah! Oui. Certainement, oui. Oh, pardon. Et où demeurent-ils exactement, ces amis qui ont la rougeole? Ah oui, où ils demeurent exactement. Vous me demandez, cher cousin, où ils demeurent exactement. Ben, c'est bien simple, ils demeurent exactement dans les environs de Brighton, je crois. Vous croyez, cher cousin? Bizarre, bizarre. Qu'est-ce qu'il a? Qui? Votre couteau. Comment? Vous regardez votre couteau et vous dites bizarre, bizarre. Alors je croyais que... Moi j'ai dit bizarre, bizarre, comme c'est étrange. Pourquoi j'ai dit bizarre, bizarre? Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre, bizarre.
Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. Toujours à Cannes, mais si loin de Cannes. Toujours acteurs, mais si loin des acteurs. Nous avons retrouvé avec joie notre grand Michel Simon. Michel Simon, nous avons vu depuis que nous sommes à Cannes beaucoup de personnalités, beaucoup d'acteurs. Nous avons vu des ravissantes dames en bikini, nous avons vu des personnages officiels en smoking bien taillés, nous avons vu des ministres, nous avons vu un peu de tout, quoi, ce qui se passe dans un festival. Mais nous vous avons vu aussi et nous avons pu constater avec plaisir que vous étiez peut-être un des acteurs qui a obtenu le plus grand succès et à qui on a témoigné la plus grande affection. Est-ce que vous en êtes rendu compte? Oui, ça m'a beaucoup touché. J'ai été surpris, je l'avoue, j'ai été surpris parce qu'après 3 ans d'absence, on vous oublie. Enfin, les gens de mon métier, peut-être. Alors, c'était une espèce de résurrection à Cannes. C'était extraordinaire. Un climat de gentillesse, d'affection, oui, d'affection. Je crois que le mot affection est le mot, je ne pense pas qu'on vous ait oublié parce que vous faites partie de ces gens. Vous savez, les chansonniers vous imitent, alors ils savent un numéro par cœur qui est presque de la ventriloquie en ce qui vous concerne. Et ils ne vont pas abandonner un numéro comme ça. Donc, tant que l'on vous copie et que l'on vous caricature, vous risquez pas d'être oublié. Mais il est certain que pendant 3 ans, vous avez eu une certaine éclipse qui est due à quoi? À ma maladie. La maladie d'abord. J'ai été empoisonné par une teinture et j'ai dû rester pendant 1 an et demi dans les hôpitaux, dans les cliniques, à traîner d'un lit à l'autre. Et quand j'ai voulu retravailler, évidemment, j'ai tourné des petits rôles dans les films. Enfin, c'était pas très convaincant ce que j'ai pu faire, parce que j'étais pas encore rétabli. Et c'est pourquoi j'ai été étonné de l'accueil, de la chaleur de cette réception de Cannes. Est-ce que vous avez cru à un moment que votre carrière était terminée? Ah, j'en étais persuadé. Ah oui. Vous vous êtes dit j'étais désespéré. J'étais absolument désespéré. C'est assez invraisemblable, mais les acteurs ne peuvent pas vivre sans le public. Ils sont faits pour vivre sur des planches, devant un rideau qui se lève, l'applaudissement, faire maître. C'est tragique, c'est ainsi, mais on vit tout seul, mais on ne peut pas vivre sans un contact quotidien avec le public. Vous êtes arrivé à un âge et vous avez fait des expériences qui font que on a un point de vue sur la vie qui peut aider l'absence de point de vue des autres. Qu'est-ce que la vie vous a appris? Est-ce qu'elle vous a appris quelque chose? Mon premier contact avec la vie, c'est à travers Georges Courteline que je l'ai trouvé. À travers Messieurs Léon de Cuir, qui est une œuvre absolument désespérée. Voilà. Et alors, pour me consoler, il y a eu ensuite le musical où j'ai été danseur acrobatique, et puis des contacts avec le public. La boxe, j'étais photographe, etc. Et puis finalement le grand public, les grandes salles de cinéma, le côté universel du cinéma aussi, parce que ce qui est extraordinaire, c'est qu'en Amérique du Sud, je trouve le même public qu'à Paris, par exemple. À Buenos Aires, à Sao Paulo, j'ai eu les mêmes contacts que sur les boulevards à Paris. Dites-moi ce que vous avez aimé dans la vie, des choses qui ont marqué dans votre vie. C'est l'amitié. L'amitié, l'amour, évidemment. Ça va peut-être en faire rigoler quelques-uns, mais j'ai connu ça aussi. Et l'amitié des bêtes. Ce qui est peut-être le plus authentique sur cette planète. C'est l'amitié, les contacts que vous avez avec un chien malheureux que vous recueillez, par exemple. Comme mon pauvre petit Bobby, que j'ai perdu il y a 1 an et demi, que j'avais recueilli à Milan. C'est un chien perdu. Et on se bagarrait beaucoup les premiers jours. Et puis, ça a été la grande amitié, le grand amour. Oui. Le grand amour. Oui. Parce que les gens, en général, ne comprennent pas très bien les sentiments des êtres qui aiment réellement les bêtes. Non. Ils ont le sentiment d'être frustrés, peut-être, non? C'est-à-dire que je crois qu'ils demandent aux animaux d'avoir à la fois toutes les qualités des animaux et puis toutes les qualités des êtres humains par-dessus le marché. Oui. Ils ne se rendent pas compte, justement, qu'un chien, croyez-moi, là, vous touchez un point sensible chez moi, mais ils ne se rendent pas compte qu'un chien, c'est toujours de bonne humeur avec son maître. Jamais il ne vous reproche rien. Dieu sait finalement qu'on se conduit même mal avec eux. Ils vous pardonnent tout. Ils vous pardonnent tout, ça en est presque gênant. Et si tout d'un coup, un chien manifeste quelque indépendance, c'est en général qu'il y a quelque chose qui le trouble, que nous ne comprenons pas. Oui. Et très souvent, les êtres leur en veulent à cause de cela.
Et les singes? Moi, je connais mal les singes, mais je sais que c'est une... Ah, le singe se rapproche de l'homme. C'est ce qu'on pourrait lui reprocher, évidemment. Et quelle sorte d'animaux avez-vous en ce moment? J'ai une petite guenon qui est très affectueuse, qui est très gentille, mais qui est très jalouse. Et qui mord. Et qui mord jusqu'au sang, et qui a des canines terribles. Et elle est jalouse pourquoi? Elle est féroce. Parce qu'elle a peur que vous l'abandonniez? C'est une bête féroce. Elle n'accepte aucune présence féminine chez moi. Et plus la femme est jolie, plus elle lui en veut. Parce qu'elle sait faire la distinction. Ah oui. Voilà, et j'ai des chats que j'ai recueillis. J'ai des oiseaux également que j'ai recueillis. Mais en général, les gens qui aiment les chiens, par exemple, n'ont pas de chat. Oui. Vous n'avez pas détaillé. Non, je m'attacherai peut-être à un insecte sur la fin de mes jours, si je finis en prison, par exemple. Parce que vous finiriez en prison. Est-ce qu'on sait? On sait ce qui nous attend sur cette planète de fous. D'avoir vécu le cul dans l'herbe tendre et d'avoir su m'étendre quand j'étais amoureux. J'aurais vécu obscur et sans esclandre, en gardant le cœur tendre le long des jours heureux. Pour faire des vieux os, faut y aller mollo, pas abuser de rien pour aller loin, pas se casser le savoir se fendre de quelques baisers tendres sous un coin de ciel bleu. Pas se casser le cul, savoir se fendre de quelques baisers tendres sous un coin de ciel bleu. C'est pourtant bien. C'est vrai, c'est vrai. Je me souviens encore de son fin profil. Lorsqu'un soir au bal nous fîmes connaissance, elle était charmante et mince comme un fil, de grands yeux rêveurs et plein d'innocence. Tout dans sa personne était délicat. Elle voulut bien m'accorder une danse, et je me disais, pendant la polka, tandis que nous sautions tous deux en cadence, elle est épatante, cette petite femme-là. C'est phénoménal la grâce qu'elle a. Elle est aussi souple qu'un roseau, légère comme un oiseau. Quoiqu'un peu timide et manquant d'appât, elle est très gentille et ne me déplaît pas. Parmi toutes celles qui sont là, il n'y en a pas deux comme ça. On s'est retrouvés au hasard des jours chez d'autres amis qui nous invitèrent, et je lui faisais discrètement la cour. On sympathisait comme caractère, et puis l'existence nous a séparés. Mais j'ai conservé le souvenir idyllique de son corps menu, joliment cambré, et de sa voix douce au timbre angélique. Elle est épatante, cette petite femme-là, me dis-je en songeant qu'elle m'en sorcela. Qu'est-elle devenue? Je n'en sais rien, mais moi je me souviens. Malgré le temps passé, je revois devant mes yeux son air enfantin, ses gestes gracieux. Et mon cœur bien vite la reconnaîtra, il n'y en a pas deux comme ça. Épatante,
petite femme-là. C'est phénoménal la grâce qu'elle a. Elle est aussi souple qu'un roseau, légère comme un oiseau. Quoiqu'un peu timide et manquant d'appât, elle est très gentille et ne me déplaît pas. Parmi toutes celles qui sont là, y en a pas deux comme ça. Je te ferai remarquer, Clo-Clo, qu'on ne baille pas à table. Ah, excuse-moi, ouais, je suis crevé. Alors tu pourrais au moins mettre ta main devant ta bouche. Ma main est trop petite, elle ne cacherait pas toute ma bouche. En tout cas, tu pourrais bailler discrètement. Tiens, comme ça. Non, et tes petits trucs distingués, ça ne délasse pas. Là, tu vois, quand t'as envie de bailler, tu bailles comme tout le monde, alors. Tu es idiot. Et ça, je vais pouvoir bailler tranquillement. Je vais aller faire un peu de piano. Oh, vous avez encore fermé le piano à clé, c'est embêtant, ça, la fin. Vous faites exprès. Oui. Hein? Nous n'avons pas envie de t'entendre travailler tes papillons dans la prairie. Oh, j'ai entendu, ça ne vient pas. Oh, ça, non. C'est-à-dire, je donne bien la prairie, mais je peux pas arriver à donner des papillons. Écoute, tu ferais mieux d'y renoncer carrément. Est-ce que tu renonces, toi? Moi? Est-ce que tu renonces à inventer ta fleur? Ah, non. Non, ben alors. Oui, mais moi, je ne fais pas de bruit quand j'invente. Alors, pour toi, la musique, c'est du bruit. Ta musique, oui. Ah oui, une chose comme Cœur brisé, par exemple, c'est du bruit. Ah oui, on croirait que tu l'as brisé à force de le cogner par terre. Ouais, ben, mon vieux, tout le monde n'est pas de ton avis. Quelqu'un d'un peu mieux qualifié que toi me disait hier encore, c'est fluide, c'est aérien. Comme on voit que vous avez dû souffrir. Ben, mon pauvre vieux. Et puis toutes les midinettes le chantent. T'as qu'à aller à la sortie des ateliers, tu l'entendras. Elles comprennent la poésie de ça. Da da di da don, la di da long, da 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 da. Regarde, si tu veux, mon vieux, c'est poignant. Ah oui, bah, tant mieux. Moi, il n'y a qu'une chanson de toi qui me plaît. Tiens, tu vas voir. C'est parce que je t'aime que tu m'aimes quand même. Quand même. Hein? Quand même. Do dièse. Combien de fois faudra-t-il te le répéter? Do dièse. Que tu m'aimes quand même. Non. Quand même. Quand même. Non. Bah, mon vieux, je fais ce que tu fais. Mais ne fais pas ce que je fais, tu sais bien que je chante faux, alors. T'as qu'à faire do dièse. Bon, c'est facile à dire. Comment est-ce, un do dièse? Allez, donne-moi le piano, je vais voir. Non, mon vieux, non, pas de piano. Alors, chantons en chœur. Je te soutiendrai toujours un peu. C'est une mesure à 3 temps, une mesure pour rien. 1, 2, 3. C'est parce que... Ben, qu'est-ce que t'attends? J'attendais que tu dises « je t'aime ». Depuis que je sais que t'as une bonne amie, mon vieux, je voulais t'entendre dire ça. Allez, ne fais pas l'idiot. Allez, reprenons. Mesure à 3 temps, mesure pour rien. 1, 2, 3. C'est parce que je t'aime. Non. Avant je t'aime, il y a un soupir. Ah, faut soupirer avant de dire je t'aime. Comme dans la vie, quoi. Parfaitement, comme dans la vie. Ma musique, c'est la vie. C'est parce que... je t'aime. Allez, reprenons. Oui. C'est parce que... je t'aime. Que tu m'aimes quand même. Tu m'aimes pour mon amour, dont tu m'aimeras toujours. Bravo, mon t'as eu le do dièse. Mes mères, tu t'en souviens de notre belle époque? C'était la première fois qu'on aimait pour de bon. À présent, faut bien le dire, on a l'air de vieux schnock. Mais ce qui fait passer tout, c'est qu'on a la façon. Tu te rappelles ta guêpière à présent quand j'y pense? J'en rigole tout doucement, mais c'est plus fort que moi. Comment tu ferais maintenant pour y loger ta panse? On a pris de la bouteille, tous les deux à la fois. Mes mères, tu t'en souviens, comme t'as fait des histoires pour me laisser cueillir la marguerite au champ. Et pourtant c'était pas vraiment la mer à boire. Ça t'a fait des ennuis, mais c'était pas méchant. Tu te rappelles comme j'étais, je ne savais pas quoi dire. Il y a des coups pour un peu, je t'aurais bien dit des vers. T'as bien changé, mes mères, mais quand je vois ta tirelire, comment que ça donne envie de faire la route à l'envers. Mes mères, tu t'en souviens des petits diaboles aux menthes,
des bouteilles de mousse du 14 juillet. Un éclair au café, je veux bien, mais faut que tu chantes. Chérie, t'as renversé ton verre, faut l'essuyer. Mon Dieu, c'est vrai pourtant que je t'appelais chérie. Il faut pas m'en vouloir, mais je ne m'en souvenais plus. On parle des souvenirs, mais c'est faux ce qu'on oublie. Je te demande pardon chérie, et qu'on n'en parle plus. Mais mère, si je te dis ça, c'est pour te dire que je t'aime. Te le dire comme ça tout cru, c'était trop dur pour moi. Mais au fond, je suis content, je vois que t'as compris quand même. Et je peux te le dire, mais mère, j'ai jamais aimé que toi. Excusez-moi, je suis un peu en retard. Pardon? Je dis je suis un peu en retard, excusez-moi, mais... Oui, vous devez vous tromper d'étage. Du tout, Marceline n'est pas encore arrivée. Je l'avais bien dit, je parie que j'arriverai avant toi. Comme ça, monsieur ne me connaît pas, il y aura des présentations à n'en plus finir. Ce qu'elle peut être embêtante. Monsieur, à qui ai-je l'honneur? Vous, naturellement, vous n'envoyez que le bon côté. Enfin, monsieur, encore une fois, qui êtes-vous? Je suis son frère. Je suis le frère de Marceline. Oh, enchanté. Son vrai frère, parce qu'à un moment donné, elle en a eu un autre, un faux, un mufle. D'ailleurs, c'était pas à moi. Ah. Non, je n'étais pas à Paris à ce moment-là. Heureusement, sans ça. Non, je faisais mon service militaire, dans les Zouaves, à Sidi-Bel-Abbès. Les campagnes d'Afrique, j'en ai plein le dos, on y marche bien, trop vite, on y boit que de l'eau. Drôle d'odeur. Oui, c'est... Vous ne trouvez pas que ça sent mauvais, ici? Si, c'est le parfum, j'ai un peu vaporisé la pièce. Ah, je croyais que vous étiez fleuriste. Non, pas fleuriste, artiste en fleurs. Ah, vous feriez mieux de vous servir carrément de vos produits. Notez que je ne suis pas ennemi des parfums, seulement pas trop n'en faut, comme disait mon ami Chaussin. Un rigolo, celui-là, c'est l'auteur de la chanson. C'est parce que je t'aime que tu m'aimes quand même. Tu m'aimes pour mon amour, donc tu m'aimeras toujours. C'est charmant, il y a des couplets comme ça. D'ailleurs, j'adore les chansons. Écoutez, monsieur... Mais qu'est-ce que vous avez sur le nez? Ah, c'est un bouton. C'est embêtant, ça, les boutons, surtout quand ce sont des furoncles. Tenez, Chaussin avait un furoncle comme ça à la fesse. Aucun rapport avec votre bouton, naturellement, mais ce qu'il a pu souffrir. Ah. Il ne pouvait plus s'asseoir. Moi, je peux. Comment? Je dis, je peux m'asseoir. Ah oui, mais je vous en prie, asseyez-vous. Vous êtes musicien? Non. Dommage. Oui. Moi, je suis compositeur. Ah. Oui, je suis l'auteur de la chanson. La di da don, la di da long, da da da. Vous connaissez? Non, excusez-moi. Il est vrai que comme je chante faux, vous ne pouvez pas reconnaître l'air. Mais ça ne vous gêne pas dans votre métier? Je chante faux, mais j'entends juste. Ah oui? Ouais. D'ailleurs, je chante faux, c'est une affaire entendue, mais je chante tout le temps. Faut bien, n'est-ce pas, pour la composition. Mais qu'est-ce que vous composez? Des valses. Je suis un spécialiste de la valse. Oui, j'adore travailler à 3 temps. Oui, c'est joli, la valse. Oui, j'ai aussi écrit quelques nocturnes, mais ça ne se vend pas. Alors, je fais surtout des chansons. Dites-moi, est-ce que votre sœur vous a parlé de moi? Elle m'a dit, je vais te faire la connaissance d'un garçon charmant. Ah. Mais enfin, pourquoi aujourd'hui? Je ne sais pas. Elle n'a pas menti, en tout cas. Pardon? Je dis, elle n'a pas menti, vous êtes charmant. Merci. Elle m'avait dit, on prendra le porto. Elle n'a pas menti. Vous devez me trouver sans gêne, mais j'ai soif. Voyons. Encore? Encore un? Bien volontiers. C'est excellent. Encore un peu? Bien volontiers. Pour attendre, il n'y a rien de tel que le porto. Nous sommes aimés l'hiver, on n'avait rien à se mettre. Moi je voyais tout en vert, j'ouvrais grandes les fenêtres. Le printemps sans amour, c'est pas le printemps. Il passe passe plus lourd que le mauvais temps. Nous avons
couper le fil, notre bouquet est en miettes. Voici venir le mois d'avril, c'est la saison des fleurettes. Le printemps sans amour, c'est pas le printemps. Il passe passe plus lourd que le mauvais temps. Le mois de mai sans s'aimer, c'est pas le mois de mai. Il ne faut pas trop se fier au calendrier. J'ai froid en ce beau juillet, je suis seul et je frissonne dans la paille ensoleillée. Il ne viendra plus personne, le printemps sans amour, c'est pas le printemps. Il passe plus lourd que le mauvais temps. Le mois de mai sans s'aimer, c'est pas le mois de mai. Il ne faut pas trop se fier au calendrier. La 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 Je vais vous interpréter Vive le Pinard. Chanson militaire. Sur les chemins de France et de Navarre, le soldat chante en portant son bazar. Une chanson authentique et bizarre, dont le refrain est Vive le Pinard. C'est le Pinard, c'est de la village. Ça réchauffe là où ce que ça passe. Vas-y, Bidasse, remplis mon cœur. Vive le Pinard, vive le Pinard. Attention! Aimer sa sœur, sa tante, sa marraine, jusqu'à la mort. Aimer son étendard, aimer son frère, aimer son capitaine. Ça n'empêche pas d'adorer le Pinard. Une, deux, le Pinard, c'est la village. Vas-y, Pinard, remplis mon cœur. Vive le Pinard, vive le Pinard. Bravo! Bravo! Eh ben, ça fait quoi? Bravo! Bravo! Le moral est bas, est bon, est bas, mais le pantalon tient bon. Quand on pense qu'il y a tant de malheureux. Ah oui, ça c'est bien, ouais. Hey, à la santé des malheureux. Hein. La santé des à la malheureux. santé des malheureux. Ciel, mon café. Café bouillu, café foutu. Va chercher de la vodka caca. Ah, aujourd'hui, je te reconnais, t'es mon fils. C'est pas l'autre bout d'un bolchevique. Le village, c'est de la village, ça réchauffe là où ce que ça passe. Vas-y, village, remplis mon cœur. Vive le Pinard, vive le Pinard. On tue les poux avec l'insecticide. On tue les puces avec du chlorella. On tue les rats avec des acides. Et les cafards, en buvant du Pinard. Le Pinard, c'est de la village. Ça réchauffe là où ce que ça passe. Vas-y, Pinard, remplis mon cœur. Vive le Pinard, vive le Pinard. Sabot est un artiste, c'est pas régulier. Évidemment.
Elle était jeune et belle, comme de bien entendu. Il eut béguin pour elle, comme de bien entendu. Elle était demoiselle, comme de bien entendu. Il se débrouilla pour qu'elle ne le soit plus, comme de bien entendu. Ils se mirent en ménage, comme de bien entendu. Elle avait du courage, comme de bien entendu. Il était au chômage, comme de bien entendu. Ça lui faisait déjà un gentil petit revenu, comme de bien entendu. Voulant faire une folie, comme de bien entendu, il offrit à sa mie, comme de bien entendu, un billet de la loterie, comme de bien entendu. Ça ne lui fit jamais que 100 balles de perdu, comme de bien entendu. Mais il se mit à boire, comme de bien entendu. Elle ne fit pas d'histoire, comme de bien entendu. Mais pour pas être une poire, comme de bien entendu, elle se régala en le faisant cocu, comme de bien entendu. Il la trouva mauvaise, comme de bien entendu, mais elle gagnait du pèse, comme de bien entendu. Au lieu de ramener sa fraise, comme de bien entendu, il se contenta de lui foutre le pied au cul, comme de bien entendu. Et depuis on raconte, comme de bien entendu, qu'il y trouve son compte, comme de bien entendu. Et quand chez lui on monte, comme de bien entendu, il s'en va faire un petit tour au PMU, comme de bien entendu. 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 J'aime les gens, mais il ne faut pas venir au secours de ceux qui sont dans la misère, de ceux qui... J'ai sauvé une fois une fille. Je revenais du studio traiteur et je passe au bord de la Seine. Et je vois une fille qui court comme une folle et qui va se jeter dans la Seine. Je sors de ma voiture, je cours, je la rattrape, je la prends à bras-le-corps au moment où elle allait se précipiter dans la Seine. Et je lui ai flanqué des coups pour qu'elle se tienne tranquille, pour l'amener dans ma voiture, et je l'ai emmenée chez moi. Elle était dans une maison de redressement. Et on apportait à ces malheureuses des lots de ficelles à dénouer. Elles passaient leur temps, pour les punir, pour les dresser, à faire ce travail monstrueux de dénouer des nœuds de ficelles, à s'abîmer les doigts, pour les mater. Des ficelles qui ne pouvaient servir à rien, qui étaient irrécupérables, il fallait les jeter, mais pour les dresser. Et c'est pour ça qu'elle voulait se suicider. Je l'ai emmenée chez moi, elle était pleine de boutons, on les nourrissait avec des... Ils rachetaient aux prisons des stocks qui étaient inutilisables pour la nourriture. On leur faisait manger ça. Elle avait le corps couvert de boutons. Je l'ai emmenée chez moi à Noisy-le-Grand. Elle a pris des bains de soleil, elle était bien nourrie, je lui ai sauvé la vie. Elle avait 16 ans, elle était très belle, elle était très bien faite. Je l'ai présentée à André Derain, à des peintres qui l'ont fait travailler. J'ai un domicile à Paris. Je lui ai dit, débrouillez-vous, vous avez mon domicile à Paris, débrouillez-vous.
Et c'est si bien débrouillé qu'un jour, elle n'était plus dans mon domicile. Et elle est partie avec les clés. J'ai dû refaire des clés pour récupérer mon petit appartement. Et je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. Je lui avais sauvé la vie. Je lui avais donné un métier. Elle posait comme modèle. Elle était très bien faite. Elle était très belle. Et ça se passait, ceci, en 1936. En 1948, un ami me dit, j'ai fait connaissance dans un bar à Pigalle d'une fille ravissante, pleine de bijoux dans des manteaux de fourrure, et que je l'ai invitée à dîner. Elle m'a parlé de vous toute la soirée. Elle me dit, oh, je dois tout ce que j'ai à Michel Simon. J'aurais dû lui écrire. Puis maintenant, c'est il y a trop longtemps, j'ai honte, je n'oserais pas le faire. Un bienfait ne demeure jamais impuni. Fêter aussi, au milieu de la semaine, un événement qui nous concerne tous parce qu'on l'aime bien, parce qu'on l'aime depuis longtemps et parce qu'on a l'impression d'appartenir à sa famille. On a fêté les 80 ans de Michel Simon. Michel Simon a fêté ses 80 ans avec une fiancée d'une trentaine d'années, oui. Ce qui rétablit bien la moyenne des âges. Vous avez des projets matrimoniaux ou ce sont des fiançailles? Eh bien, ma fiancée m'a entraîné au cinéma que j'avais déserté il y a 2 ans. Parce que ça, je n'aime pas payer 70% sur ce que je gagne, alors j'ai arrêté, je suis mis en grève il y a 2 ans. Ah, les impôts, toujours les impôts. Alors elle m'a entraîné au cinéma, j'ai tourné un film pour la faire débuter. Et me voilà de nouveau dans le cinéma à cause d'elle. Alors nous avons été très réjouis par cet anniversaire. Je dis tout de suite que s'il n'y a que 8 bougies devant vous, c'est pas pour des raisons de budget mais de sécurité. Seulement nous avons été très attristés dans le même temps à la lecture de déclarations que vous avez faites en disant que vous ne partiez pas de France mais que vous la fuyiez, la France. Il faudrait peut-être souffler avant qu'il y ait un incendie généralisé. Oui, attendez. D'un seul coup? Ah, oui, la tradition l'exige. Hein. C'est bien, c'est très bien. Oui, pourquoi vous fuyez la France, cette France qui vous aime tant, Michel Simon? Mais j'aime toujours la France. Je fuis ceux qui me persécutent. J'ai été cambriolé 3 fois au mois d'août. Il y a des cambrioleurs 11 tentatives, non. 11 tentatives de cambriolage à Noisy-le-Grand. J'ai vécu pendant 1 mois, Karen a dû rester à Paris, j'ai pas pu l'emmener dans cet enfer. Pendant 1 mois, j'ai vécu avec un revolver sous l'oreiller et une carabine à portée de main, ma gardienne également, et j'ai engagé 3 tueurs qui passaient la nuit avec une carabine sur les genoux et qui buvaient du café pour ne pas s'endormir, voilà. Je peux pas continuer. Mais alors je m'en vais dans un endroit où on arrête les voleurs, où on les met en prison. Et cet endroit, et où les magistrats ne les remettent pas immédiatement en liberté en s'excusant. On vous a arrêté, mon pauvre garçon. Cet endroit, c'est la Suisse. Comment expliquez-vous, Michel Simon, que tous les artistes connus apprécient particulièrement l'air suisse en ce moment? Eh bien, pour les raisons que je viens de vous dire. D'abord, pour le fisc. Moi, je pensais que c'était uniquement les prairies, les vaches et les clochettes. J'en sais quand même, mais en Italie. Je vais tourner des films en Italie, on ne les voit pas en France. Parce qu'en Italie, on me barbote que le 20%. Tandis qu'ici, c'est le 70%. On a supprimé les frais professionnels qui étaient de 20%. Alors, ça fait 90%, et je donne 10% à mon manager. Ça fait 100%. Bon. Alors écoutez... Alors si vous m'accordez encore 2 minutes, j'ai donné cette idée. Elle est à mon avis excellente. Puisque les acteurs acceptent de travailler pour rien, pourquoi faire ces simulacres de contrats, d'argent, etc., puisqu'on le reprend? On les mobilise dans une caserne, non? Et puis au jeu là-dedans à 8 heures, un coup de clairon, le café... Les casernes, c'est plus tellement à la mode, hein, ça. C'est les civils, vous savez, qui sont disciplinés aujourd'hui. Et puis, ils auront leur gamelle. Voilà. Alors, écoutez, ce que je vous demande, Michel Simon, c'est de revenir de temps en temps pour nous voir,
et de revenir fêter chaque année votre anniversaire avec nous. Trésor, Mémoire de radio et Radio Souvenir vous disent à bientôt.